Le truc le plus évident, c'est la fiche de paye. Qu'est-ce qui est marqué dessus? Il est marqué poseur. Quels que soient les sujets, ma problématique est la problématique d'un mec qui doit monter des choses. Donc pourquoi les monter et pour quel client? Premier projet, c'est en fait, ça s'est passé au Creux de l'Enfer, où Saad Hanafif a refait le Creux de l'Enfer lui-même en maquette. Mais c'était une maquette très volumineuse, qui faisait 6 par 4, et qui fait encore, parce qu'elle est en caisse. Parfois, j'ai la vague satisfaction de travailler dans l'absurde, et je me dis que finalement, c'est plus inoffensif que pas mal d'autres activités. Et on a fait ça, en gros, Saadan nous avait demandé, il avait une expo au Creux de l'Enfer, qui est quand même un lieu très, très étrange, le Creux de l'Enfer. Enfin, vraiment, il y a de quoi passer du temps à réfléchir, et j'aimais bien cette réflexion. J'aimais bien la réflexion de moi, mes compétences artisanales, liées à la réflexion de Saadan. En plus, dans un lieu qui coïncidait avec une forme hyper bouddhiste et de la réflexion, quoi. C'est-à-dire, à un moment, tu as une usine, il se passe pas grand-chose, et tu te lèves le matin dans le tourbillon de la Durolle, et tu te couches le soir, et tu as encore le tourbillon de la Durolle. Donc, et cette usine qui résonne. Et donc, il n'y a pas eu de rupture. Il n'y a pas un moment où je suis sorti du champ artistique. Du coup, bon, c'est toujours un petit peu le même univers. Mine de rien, il y a toujours on parle toujours un peu des mêmes choses. On fait encore appel pas seulement à mes bras pour installer des trucs, mais aussi à mon jugement pour préférer une telle option plutôt qu'une autre d'un point de vue de la pertinence artistique ou des choses comme ça. Je suis pas de ce fait, oui, j'ai pas senti une rupture, et du coup il y a moins le manque, mettons, c'est pas comme si j'avais tourné le dos à la création artistique. Saadan m'a demandé de faire la maquette de l'usine, donc c'est quand même un 5 par 5 en quart de cercle, etc., selon les plans reliefs, donc c'était pas facile, avec l'eau de la Durolle prélevée dans la Durolle par une pompe, crachant à travers la maquette, enfin surtout à travers les fenêtres du premier étage du Creux de l'Enfer, se reversant dans la Durolle en maquette, et puis retournant par la suite dans un gros bidon, puis dans la Durolle en vrai. Donc il y avait une mise en abîme de ça qui était fun, et puis un challenge technique qui était très 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 difficile à tenir, parce qu'à partir du moment où on a des éléments comme l'eau, le feu et autres trucs comme ça, c'est très difficile de tenir un décor, une maquette, quelque chose comme ça, parce que c'est des éléments vivants, ce que j'appelle vivants, c'est-à-dire d'un seul coup qui font évoluer l'ensemble de l'environnement de cette maquette, et qui l'amène souvent à être abîmée, détruite, etc., etc. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que les artistes sont moins concernés. Je les sens moins concernés par leur propre production, et parfois tu les prends à défaut sur des trucs où en fait ils t'ont délégué leur propre travail, et ils sont même plus vraiment trop au courant de ce qu'ils ont lancé comme production, quoi, parce que de toute façon ils sont déjà à la tête dans un autre projet, et que celui-ci n'est pas forcément le plus important ou quoi. Ça, je trouve ça beaucoup plus choquant que finalement le fait de participer physiquement à la production. En fait, le fait qu'ils ne participent pas physiquement à la production, je pense que c'est acquis et c'est normal, et ça a toujours été comme ça. Le fait que mentalement ils soient dégagés, je trouve que c'est plus problématique, en fait. Donc je répète, c'était une maquette, un développé de 5 par 5 en camembert, mais dans lequel il y avait, je crois, 12 pièces. 12 pièces qui étaient des espèces de puzzles, comme ça, un peu entrelacés, mais surtout dans lequel l'eau passait. Donc toutes ces frontières de pièce à pièce, elle était très difficile à maîtriser. On a eu des fuites, etc., etc. Mais c'était une pièce qui était belle au moment où on l'a présentée dans le lieu. Elle a merdé, il y avait des seaux en dessous parce qu'il y avait du goutte à goutte, c'était pas maîtrisé. Mais Saad aimait beaucoup cette intervention-là,
Et cette immédiateté-là du lieu, avec des gouttes à gouttes, avec des seaux de toutes les couleurs, ce gros bidon, l'eau qui giclait comme ça, c'était très chouette. C'était une très belle pièce. Après, qu'est-ce qu'elle devient, quoi. Elle est restée stockée des années au creux de l'enfer, hein, cette pièce. Je crois qu'elle est restée 6-7 ans, jusqu'à ce que l'IAC l'achète. Saadan était encore chez Michelin. Et puis surtout, l'IAC m'a téléphoné en disant, bon, monsieur Saucé, on a eu la galerie Michelin, attention, vous avez été celui qui a fabriqué ça avec des étudiants. Bon, ça, bien évidemment, c'est l'artiste. Il est à Berlin, il est je ne sais où, il n'a pas le temps de s'occuper des trivialités techniques de ce truc-là. Donc je vais à l'IAC, convoquer Nana, on ouvre les boîtes, et puis je vois une maquette qui a été stockée 6 ans dans une usine, je dirais, quand il faisait pas chauffé, quand il faisait -3, il faisait -3, quoi. Et je vois une maquette bien abîmée quand même, pas cassée, il n'y avait pas eu de choc. Mais les champignons avaient fait un petit peu déjà commencé leur affaire sur certaines pièces, etc. etc. Et on m'a demandé de la restaurer. Alors, c'était ridicule. On s'y est mis, c'est pas moi qui l'ai restauré, j'ai mis un assistant et une assistante peintre sur le coup, qui me donnaient des rapports tous les jours. Bon bah là on a ouvert la caisse numéro 8, c'est le pont, bon bah le pont il est vachement bouffé, comment on fait? Le truc, ça vient de la production artistique en elle-même, qui s'accommode ou pas d'un travail en atelier de l'artiste. Enfin, c'est sûr que si tu dois, enfin si ton projet artistique c'est d'emballer le Pont Neuf par exemple, tout bêtement, tu vas pas le faire tout seul, quoi, tu vois, c'est évident, enfin, ça vient, je pense que c'est vraiment les impératifs de l'œuvre qui font que tu fais appel aux gens qu'il faut, tout simplement, aux moyens qu'il faut mettre en œuvre par rapport à l'œuvre que tu veux réaliser. Donc, c'est sûr que, vu que le champ artistique s'est considérablement élargi, et le type d'œuvre, enfin, il y en a de tous les styles, de tous les médiums, de tout ce que tu veux, nécessairement ça implique des nouvelles façons de faire, des nouvelles équipes, des nouvelles technologies, et voilà, bon. Et donc j'ai fait un mémo concernant ça, qui était super lapidaire. D'une part parce que je voulais sauver ma gueule, ça c'est une chose, en disant c'est bon, c'était un espèce d'atelier avec les étudiants des Beaux-Arts, in situ, au creux de l'enfer, avec tous les trucs, c'était pour une expo et seulement une. Si l'IAC l'achète 1 an et demi plus tard, 2 ans même je crois, plus tard, et savent pas comment les conserver, c'est plus mon problème. Enfin, je veux dire, moi j'étais mis en place pour une action. Cette action, elle n'a pas lieu d'être dans le temps après, en termes de collection. Donc, j'ai écrit un mémo là-dessus, à l'IAC, en disant la pièce n'est pas du tout pérenne. Cette pièce est vouée à la destruction. Si vous voulez la remettre en route telle qu'elle était, telle qu'elle existait, avec l'eau, avec tout ça, sachant que les matériaux sont ce qu'ils sont, c'est une pièce qui ne durera pas. Quand tu te retrouves à avoir fabriqué, parce que bon, c'est comme ce qu'on fait aussi, fabriquer les œuvres que littéralement tu as piétiné, découpé, meulé, soudé, attaché, sanglé sans autre forme de procès sur des plateaux de semi-remorque déchargés à coups de fourche de Fenwick, et que tout à coup on vient te dire oui mais ça fait partie de l'œuvre, alors que bon, c'est ni plus ni moins qu'un gros châssis en ferraille rouillé, et que là il faut que tu mettes des gants blancs pour le manipuler. Ouais, c'est bon, ouais, et puis que tu te retrouves à emballer de la ferraille qui sert, enfin qui doit être enterrée sous terre. Enfin bon, il y a des aberrations comme ça, mais ça c'est plus à mettre sur le compte des dysfonctionnements dans les équipes, on va dire, c'est
allez, c'est le côté administratif de l'art, quoi. Ouais. Ouais, voilà, bon. Mais après, bon, sur certaines pièces, enfin sur la majorité des pièces, bon, bah, le niveau de soin d'emballage est justifié par rapport à l'œuvre. Bon voilà, après elle peut être mise en display statique, mais le but c'est absolument pas le display statique. On s'en branle, le but de cette maquette c'est qu'elle soit inondée d'eau, et qu'il y ait de l'eau, mais qui partout quoi. C'est un tsunami cette maquette. Je pense que ouais, c'est la vocation de. Enfin, ouais, je pense qu'aucune œuvre ne peut prétendre à une espèce d'éternité de visionnage. Elle a un temps. Elle a un temps où elle est montrée, elle a un temps où elle est peut-être gardée, choyée, chérie par quelqu'un, un temps où elle est stockée, parfois oubliée, parfois objet de spéculation. Après, je pense que, ouais, enfin, j'ai pas, ça correspond pas pour moi à le fait d'encaisser, d'emballer, de cacher, enfin, de l'œuvre, ça correspond pas forcément à une démarche particulière. Ça peut être, enfin, ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Et puis aussi, il faut, même dans le cas d'une vie très intense de l'œuvre, c'est ça ce qu'on va essayer de retenir, c'est-à-dire le truc le plus positif. Donc dans le cas de la vie très intense de l'œuvre, la caisse c'est surtout une caisse de transport et voilà, quoi, c'est pour permettre de la montrer le plus possible à différents endroits et effectivement là c'est plutôt un truc positif, quoi. Après ouais, il y a deux extrêmes, voilà, Rinck et Cécile qui essayent de redonner une vie à ces œuvres et puis de l'autre côté, ceux qui les achètent pour placer de l'argent et qui surtout ont besoin d'un niveau de conservation optimum et qui ne les sortent pas de la caisse et les mettent à atmosphère constante dans des grands mouroirs, bon, juste pour attendre que financièrement, enfin, parce que l'argent est placé, bon, bah, ouais, c'est les deux jalons extrêmes. Concerne, il y a deux lignes principales, on peut dire. Il y a déjà Concerne s'occupe des œuvres d'art qui sont en risque de destruction ou en risque d'abandon. Et la deuxième ligne, c'est à partir de ces œuvres qu'on accueille, on essaie de créer un environnement particulier qui justement réunit toutes ces œuvres avec ces mêmes problèmes. Et ces œuvres vont à la fois donner une nouvelle vie à eux-mêmes par rapport à leur relation, au lieu dans lequel on les accueille, dans le lieu que vous avez ici. Et puis le lieu même protège les œuvres comme un genre de symbiose aussi entre les œuvres et le lieu. Et dans cet environnement, on essaye de créer des événements, des arrivages publics des œuvres, mais aussi des tables rondes qui justement discutent des enjeux de la création dans le contexte actuel. Et au même titre que sur les passeports qu'on garde un petit peu de manière comme ça, quand on a beaucoup voyagé pour garder tous les tampons, les caisses c'est un petit peu le témoin de tous les voyages. Tu as différents scotch qui s'accumulent dessus, des traces d'ouverture, de fermeture. Bon, c'est sympa aussi. C'était un projet très fun, très chouette. Avec, enfin, réalisateur Simon Fravega, Marie Lausier en DOP, et c'était une espèce de fiction comme ça un peu marrante où moi j'ai fait le décor parce que je fais de la CMO, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, avec le pitch, enfin le pitch non, la base de l'histoire c'est Cru Centenaire, Pompidou, alors en l'occurrence les réserves sont pas sous Pompidou, mais peu importe, pour fictionnaliser le truc on l'avait fait. Cru Centenaire, les réserves sous Pompidou sont noyées, qu'est-ce qu'on sauve? Et là 4 acteurs ou 5 acteurs interviennent et on sauve nos peaux ou on sauve les œuvres. Au départ ça s'appelle Concerne infrastructure artistique. Donc une infrastructure ça peut comprendre plusieurs choses. Et puis il y a le lieu qui serait un dépôt, une forme de dépôt. Et c'est plus un dépôt comme un stockage collectif que de la conservation, parce qu'on n'a pas de mission de conservation, vraiment, pas d'engagement à ce niveau-là.
Mais par contre, c'est comme un frein à la situation d'urgence de devoir se débarrasser d'une œuvre parce qu'un artiste manque de place souvent, ou alors il y a une désorganisation par rapport à l'œuvre elle-même, ou par rapport il peut y avoir plusieurs problèmes d'ordre, disons plutôt logistique, qui vont finalement ramener, on va donner une espèce de temps de latence, comme un temps tampon, pour ne pas prendre ces décisions trop rapidement et en catimini, mais plutôt que ça devienne vraiment, que ça fasse partie intégrante de l'histoire de l'œuvre. Et de toute façon, la conservation, c'est un peu entre guillemets, parce qu'ici, les lieux, ce n'est pas du tout les conditions muséales, donc on pourra peut-être plutôt parler de deuxième vie, parce qu'ici, les œuvres, elles continuent à évoluer, à détériorer. Voilà, c'est pas la conservation dans le sens d'un conservateur. Et c'est la même avec l'histoire de Saadane Afif. C'est la même avec l'histoire d'une œuvre qui est faite pour un moment donné, un lieu donné, et qui ne peut pas être conservée au-delà de ce temps T. Et c'est ça la problématique. C'est toute la conservation des œuvres est liée dans la problématique du temps. C'est vrai, en fait, l'idée, ça s'inscrit fortement dans notre travail plastique précédent, notamment à deux lignes de recherche. Il y a une ligne, on a commencé à faire des projets que nous on appelait des parasites. Donc là, on a justement cherché des contextes, souvent en milieu urbain, dans lesquels nos installations peuvent trouver une niche, peut se greffer sur un contexte existant, parce que justement, on posait la question de la place aujourd'hui d'une œuvre d'art, qu'est-ce que ça veut dire, comment créer. Et, autant au niveau matériel que symbolique, le parasitage pouvait se faire sur l'histoire d'un lieu, où c'était pas forcément une forme prédéterminée. Et si à Concerne, on pense que c'est un peu l'inverse. Ici, nous, on est des hôtes, on accueille les œuvres, on nous laisse parasiter par les œuvres, mais le questionnement de la place de l'œuvre aujourd'hui, c'est resté pareil. Et le deuxième projet, ça concerne plutôt notre façon à produire. Donc, c'est notamment une pièce qui s'appelle Exit Board, qui consiste de 200 blocs de sortie de secours, qui nous on monte dans un forme modulaire comme un mur. Et cette œuvre-là, elle a engendré beaucoup de déchets parce qu'il fallait remplacer des plexis, il y a plein de trucs électriques, des batteries qu'on a dû changer ou jeter, et voilà. En plus, cette œuvre-là, elle a circulé un peu partout en Europe, donc il y a des questions du transport, la pollution. Et par contre, pour nous, la première interprétation, disons, de cette œuvre symboliquement, c'est un peu plus qu'on pointe vers une sortie, plus ça devient un mur. Donc il y a un peu cette idée d'arrêter d'ajouter des propositions qui viennent vers la croissance, parce que voilà, il faut trouver des alternatives plutôt qu'ajouter. Mais comme je dis, en fait, cette dimension critique de cette œuvre, en fait, elle est mise en question par la matérialité de l'œuvre même. Donc il y a cette conflit entre la matérialité de l'œuvre, qui est un grand pollueur, et la symbolique, qui est plutôt un sens critique à cette idée de croissance, de production. Je regrette un peu mon bilan carbone, qui est vraiment hyper craignos. Et bon, vraiment, il y a des choses comme ça, ouais. C'est sur le mode de la plaisanterie, mais bon, c'est un peu vrai, quoi. Et après avoir exposé Exit Wall, on a fait une exposition qui s'appelait Strategies of Deception. Strategy voilà, of Deception. Et pour cette exposition-là, on avait vraiment exploité tous les matériaux qu'on aurait dû jeter, qui étaient multipliés par 200. Tous les cartons, les néons, les plexis, les cartons pour mettre les cartons, et tout ça avait constitué finalement une installation dans l'espace d'exposition. Et c'est là où vraiment on a commencé à se questionner sur la matérialité et l'encombrement qu'une œuvre d'art pouvait aussi générer, en plus de
message, le médium et le message. L'œuvre que m'a demandé, pour laquelle j'ai travaillé avec Simon Fravega, dont je vous ai parlé du pitch, de la plot juste avant, c'est drôle parce que je l'ai vécu en parallèle, de manière très réelle avec le Transpalette, sur le prêt d'œuvres de Gina Payne et de Anne-Marie Schneider, sortant de Pompidou. Donc Pompidou qui a décidé de mettre ses œuvres sous cellophane, ou pas en l'occurrence, et nous les sortir de là. Ça a été très difficile, et c'est très difficile. Et c'est là qu'on a compris que les conservations des œuvres et la volonté qu'on peut avoir de les montrer aux gens, ça ne coïncide pas, parce qu'il y a un coût pour sortir ces trucs de malade mental. C'est-à-dire qu'on nous demande des colissages pas possibles, avec des normes européennes, françaises, peu importe. D'ailleurs, Pompidou s'est bien gardé de nous faire signer une charte. Ils nous l'ont fait signer après, parce qu'on a quand même eu une fin de non-recevoir sur le premier envoi des pièces, en disant que les boîtes n'avaient pas assez de mousse. Après, on nous a expliqué qu'il y en avait peut-être un peu trop. Bref, peu importe, c'est un pied de nez, mais c'est juste pour montrer que c'est difficile de sortir des œuvres, parce que la problématique de Pompidou, c'est d'avoir des œuvres figées en coffre-fort, et que, attention, la lumière du jour, comment est-ce qu'on fait pour les montrer aux gens? Et à partir du moment où on veut montrer ces trucs-là aux gens, ça commence à devenir un truc pas possible, de thunes, de protocoles, etc. Et effectivement, c'est des œuvres qui sont finalement pas libres du tout. Elles sont hyper bouclées, elles sont enchaînées à leurs conservateurs. Mais c'est là où il y a un problème de liberté sur la circulation des œuvres. Et alors, ce qui est très drôle, oui, c'est que Bandimage et Simon Fravega nous a dit, voilà, tu as fait le montage de Transpalette avec des vraies œuvres qui sortaient vraiment de Pompidou, ça a été très difficile, on va te mettre dans une situation, en tout cas, ils m'ont proposé une situation inverse, qui est à dire de fictionnaliser la perte précisément des œuvres avec des caisses qui pourrissent dans l'eau, etc. J'ai trouvé ça très drôle, j'ai trouvé que c'était un pied de nez tout à fait charmant. Mais qui justement réveillait une fois de plus à cette problématique-là. Comment on sort une œuvre, mais comment est-ce qu'on la garde aussi? Comment est-ce que la lumière du jour risque de lui faire mal à cette œuvre? Et en même temps, la lumière du jour, c'est nos yeux. Donc à un moment, il va falloir que les gens les regardent. Alors, est-ce qu'on accepte la copie? Est-ce qu'on accepte le facsimilé? Est-ce qu'on accepte tout ça, quoi? Alors on a décidé de ne plus l'appeler Halloween, mais en même temps ça restera toujours le 31 octobre. C'est la fête de Concerne, la fête du lieu. Donc là on est beaucoup moins studieux et beaucoup moins respectueux, disons, des œuvres. Bien sûr, on vandalise rien, mais c'est un petit peu une fête pour exulter le côté un peu morbide de notre projet, qui fait souvent référence à la maison de retraite, à la SPA, à la fin de vie d'une œuvre, à la maison de repos, etc. Donc c'est un peu pour exulter tout ce côté-là, et puis se rire un peu aussi, de s'amuser un peu de ces œuvres auxquelles il manque des choses, qui sont là en situation de visibilité, mais aussi où elles n'arrêtent pas d'exprimer leur manque, en fait, leur manque d'être dans leur milieu véritable, qui serait l'exposition ou la collection. Donc ici, c'est un petit peu prendre le revers de cette situation-là, et puis de la célébrer. Ouais, juste pour, je te passe tout de suite la parole, c'est aussi pour nous l'exutoire en fin d'année. Disons que ça boucle une année où toutes les œuvres pour lesquelles les artistes auraient demandé la destruction parce qu'elles n'ont plus raison d'être stockées ou déposées, ce sera pour nous le jour d'une célébration pour terminer, pour engloutir ces œuvres comme une fête œuvrophage. Voilà. Okay.
Non, je voulais juste ajouter encore une métaphore. On pourra penser justement à cette idée des œuvres comme des sans-vie et sans plus en vie et sans plus mort, et justement exagérer un peu ce côté-là avec cette notion d'Halloween, ça marche assez bien, et voilà, d'apprendre, même si en fait cette métaphore, comme souvent les métaphores, ça ne colle pas tout à fait, parce que les œuvres déjà elles ne sont pas mortes parce qu'il y a encore cette visibilité, et aussi il y a des œuvres qui vont ressortir des lieux, donc souvent c'est juste un état de zombie temporaire en fait. Je suis un mec qui aime les objets, qui manipule les objets sont périssables, ils disparaîtront, que ce soit les plus grandes fresques ou que ce soit tout ça est voué absolument à disparaître, et mon seul plaisir c'est de jongler avec ces objets-là de manière raisonnée, hein, bien évidemment, mais de les voir passer, elles passeront, ma vie passera, ces œuvres-là dureront encore certaines des siècles, et puis d'autres, parce qu'on ne connaît pas la suite des choses, disparaîtront complètement. Je veux dire, il y a d'autres bibliothèques qui ont brûlé dans le monde avant nous, quoi. Donc, comment est-ce qu'on retient le savoir? C'est aussi ça. C'est aussi une problématique, c'est retenir les choses. Moi, je pense qu'il ne faut pas les retenir, et puis qu'à un moment, le temps fera son œuvre. Restera ce qui restera, et puis l'analyse qui en découlera, voilà. Je trouve ça toujours étrange de parler d'une seconde vie, étant donné que je vois plutôt l'œuvre comme si elle avait une vie, une biographie, qu'elle passait par des étapes différentes. Et pour revenir à cette idée de la logistique artistique, c'est pas vraiment une seconde vie, mais c'est de faire en sorte qu'elle ne cesse pas d'exister. Même là, cette année, on s'attelle plus justement à la destruction. On pourrait presque dire que ça fait partie aussi de la logistique d'une œuvre d'art. À un moment donné, il faut peut-être s'en débarrasser. Si l'artiste est dans cette situation-là, alors il faut réfléchir comment cette œuvre va disparaître. Parce qu'elle est ce qu'elle est. Et voilà, c'est presque plus comme une seule vie, où tout ce qui arrive à cette œuvre doit être pensé en fonction d'elle-même, et pas sur les simples principes pratiques ou économiques, puisqu'elle a une dimension esthétique et, disons, philosophique presque. Voilà. Nous, déjà, c'est pas nous qui décidons quand l'œuvre doit être détruite. On peut faire des suggestions à l'artiste en disant que l'œuvre a pris une certaine forme ou prend trop de place. On peut suggérer, mais c'est toujours l'artiste qui va décider si l'œuvre va être détruite. Et la dernière destruction, qui était aussi la première destruction qu'on a eue dans un lieu il y a 6 mois, c'était l'artiste qui avait stocké ici une série d'objets qui venaient d'une exposition in situ. Des objets in situ. Des objets in situ. Et il a pris 2 ans pour réfléchir, est-ce que ça fait sens de garder ces objets? Est-ce qu'ils ne sont pas perdus justement toute leur aura par le simple fait d'être déplacés de ce contexte pour lequel ils ont été conçus? Est-ce que c'était pas déjà une destruction des œuvres de les déplacer et de les mettre ici? Et pour nous, ça a quand même bien marché aussi d'avoir des œuvres ici. Aussi, ça nous permettait justement de raconter le vécu de ces objets-là, d'avoir quelque chose qui est plus intéressant que par exemple des photos ou des écritures comme on les trouve dans les archives, d'avoir vraiment l'objet même pour raconter une histoire de ces objets et de l'artiste. Et qu'est-ce que je voulais dire? Dans cette première destruction, c'était décidé par l'artiste, mais ce n'était pas une simple destruction, c'était quand même la destruction, elle est vraiment pensée à rapport de l'œuvre. Donc là, c'était une forme de nettoyage pour remettre les objets qui ont été transformés dans leur état original, initial. Et donc nous, on a souvent imaginé ça comme si on enlève justement le geste artistique, on les retourne au simple objet, et ça nous permet pratiquement de les mettre à la déchetterie justement, qui n'ont été peut-être pas forcément disposés de les prendre, parce que c'était quand même des œuvres on ne savait pas trop qu'est-ce qu'il y a caché derrière. Donc on commençait bien, les déchetteries sont assez particuliers maintenant, quel genre de déchets ils vont accueillir. Donc, voilà, c'est ce que en fait, j'étais en train de penser
Déjà là, comme le dit Ralph, même si ces œuvres-là n'avaient pas forcément une place revendiquée, elles nous servaient déjà d'archives. Ici, on peut aussi se servir des œuvres comme l'archivage d'une exposition. Ça nous sert à raconter, à se ressouvenir grandeur nature, c'est une archive grandeur nature de ce qu'a pu être une œuvre pendant son moment d'exposition. Mais après ça, quand on passe à une destruction, là, il faut qu'on s'imagine un scénario d'archive, de passer l'œuvre du statut d'œuvre au statut d'archive. Donc, comment on fait pour maintenir les œuvres dans leur scénario d'archive? Donc, c'est presque ça l'enjeu d'une destruction. Il y a l'enjeu du moment de la destruction qui, effectivement, je pense qu'on a des désirs de célébration, on demande à ce que les destructions à concerne soient à un moment où le public est là pour qu'il soit aussi concerné par le fait qu'il y a une œuvre qui disparaît. Et donc, c'est plutôt comme un dernier hommage à l'œuvre avec ces destructions. Mais après, ça ne suffit pas de dire bah voilà, on a détruit une œuvre, on a fait une belle fête, on a mis le feu, on est tranquille. Il s'agit aussi de penser à comment scénariser son appartenance au passé après. Une destruction qui a eu lieu pendant le bal des invisibles, donc la fête d'Halloween. On se retrouve avec 3 bouteilles de jus extraits d'une œuvre, parce que l'œuvre c'était du crépon qui a été trempé, dont on a extrait le jus, et on a 3 bouteilles de jus. Donc là on tombe un peu dans une fiction qui serait une espèce de quintessence de l'œuvre, enfin non, même pas la quintessence, mais un petit goût de l'œuvre qui resterait dans une bouteille, qu'on a d'ailleurs proposé à dégustation le soir du banquet. Et donc on joue forcément un petit jeu de fétichisation, je ne sais pas si ça se dit, mais fétichisme, par rapport aux œuvres qui sont détruites. Alors pour chaque œuvre, il y a une histoire différente et c'est toujours au cas par cas. Il est arrivé que suite à une exposition, le lieu d'exposition prend en charge le transport de toute manière des œuvres, soit vers l'atelier de l'artiste, soit pour nous, dans l'occurrence ici. C'est arrivé que des artistes fassent eux-mêmes leur transport et c'est arrivé que nous, on effectue des transports. C'est vraiment au cas par cas. Après, c'est quelque chose qu'on aimerait bien encore plus développer, mais on a fait déjà une première tentative de capsule tentaculaire de concerne, c'est-à-dire que nous, on a fabriqué une remorque vitrine pour exploiter de la même manière qu'on exploite le stockage comme moment de visibilité et comme maintien de l'œuvre en rapport avec son public ou un public, de maintenir l'œuvre au moment du transport en état de visibilité. Ça nous semblait un peu de la même veine, et donc on a fait une remorque vitrine qui fait que ramener une œuvre d'un point A à un point B compte comme une expérience esthétique. Et après, on a voulu développer aussi d'autres expériences qu'on n'a pas encore développées. Au tout début, avant qu'on avait trouvé ce lieu, on n'a pas eu une forme concrète de ce projet concerne. On savait que ça nous intéresse d'accueillir ces œuvres, on savait que ça nous intéresse un transport où l'œuvre reste vraiment en relation avec son environnement. Donc on a pensé à un moment donné, en fait tout le projet concerne, ça pourrait être aussi une procession d'une œuvre qui vient de l'Espagne, en France, qui dure 3 ans, et pendant cette procession, il y a des itinéraires, donc on s'arrête, et voilà, c'est que ces schémas-là qui finalement consistent le projet concerne. Donc c'est fait dans la conception, cette idée de transport, c'était extrêmement important pour nous, et voilà, là, normalement, on arrive de trouver des formes qui correspondent à cette réflexion plutôt théorique. Mais même si avant qu'on a fait les transports, même si ce n'était pas forcément dans cette remorque vitrée, on a toujours réussi aussi de faire des transports où l'œuvre se greffe sur les voyages que nous on fait à toute façon. Par exemple, on était dans
jury en Hollande et donc ça nous a permis de ramener la grosse poupée là-bas qui vient de Eindhoven ici. On a ramené une œuvre de Nantes, mais de toute façon on avait des rendez-vous à Nantes, donc on essaie de ne pas faire un voyage, un trajet seulement pour le transport, mais que ça devienne quelque chose de plus... Mais l'idée ce serait d'aller encore plus loin parce que faudrait partir de l'idée que la logistique pour une œuvre d'art doit être pensée de façon esthétique et artistique parce que c'est pas une vulgaire marchandise, c'est une œuvre d'art. Et donc pour essayer d'exploiter en fait, je sais que ça a un côté très, comment dire, voilà, l'œuvre d'art, voilà, attention, c'est à parti pris, mais il y a certainement des expériences à vivre, des expériences esthétiques à vivre avec la logistique qui est dédiée à une œuvre d'art. Parce que cette œuvre, c'est cette œuvre et qu'elle attire ce genre de réflexion, questionnement, etc. Donc trouver presque le voyage qui lui correspond pour qu'elle continue d'exister en fait.